compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Messieurs, c'est fait d'une gravité exceptionnelle dont nous parlait Maël Hassani il y a quelques instants. Un jeune homme qui serait dans un état donc désespéré selon son avocat, l'avocat de sa famille à Lyon. Il aurait été pris à partie par des militants antifascistes alors qu'il assurait la sécurité du collectif Némésis en marge d'une mobilisation contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. L'avocat Fabien Rajon prend la parole ce soir. La thèse de la simple rixe entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits. Il s'agirait plutôt, selon lui, d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus en surnombre et armés qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Alors c'est vrai que ce qui attire l'attention, c'est que ce soir, la France insoumise est très prompte à réagir. En d'autres temps, on n'aurait pas attendu autant de réactions. Rima Hassan, Thomas Porte qui vous explique que les services d'ordre de la France insoumise n'ont rien à voir avec ça. Ça soulève tout de suite le soupçon quand il y a autant de réactions de la France insoumise d'un coup, mon cher Vincent Roy. Immédiatement. D'autant que la France insoumise et M. Mélenchon en tête a toujours, d'une certaine manière, théoriser non pas l'action violente, mais à tout le moins le chaos. Donc c'est vraiment, et c'est dans les gènes, cette action violente dont nous parlons, c'est dans les gènes de l'extrême-gauche. Monsieur Mélenchon, qui est un lambertiste, connaît tout cela absolument par cœur. Si on n'arrive pas par les urnes, il faut en passer par la rue, coûte que coûte, et quels qu'en soient les moyens. C'est ça la théorie lambertiste, au fond. Donc, moi, écoutez, très honnêtement, je ne suis pas très étonné. Notre société est aujourd'hui tellement tendue que, j'allais vous dire, quand j'apprends cette nouvelle, je suis pas autrement étonné. Ça ne pouvait que se passer d'une certaine façon. On en arrive immanquablement, au bout d'un moment, à l'affrontement, puisque on ne fait plus nation et qu'on ne peut plus se parler. Quand on ne peut plus se parler, qu'on ne peut plus échanger des idées, on en arrive. Mais Vincent Roy, vous vous rendez compte, là, ce jeune homme, c'était un étudiant, c'est un étudiant en finance, je crois. En mathématiques, 23 ans, sans histoire, pas connu par les services de police. C'est d'une gravité exceptionnelle tout de même. Exceptionnelle. Georges Fenech. Je considère que ce terrible drame pour ce jeune, c'est un point de bascule. Ah oui. Je pense qu'il y aura un avant et un après. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, LFI, qui a compris immédiatement la gravité de ce qui pourrait leur être imputé, a réagi aussi vite. Manuel Bompard et Rima Hassan, la France insoumise qui n'a jamais eu recours à la violence et qui n'est en aucun cas impliquée dans ces affrontements, tweet Rima Hassan. Voilà un jeune homme qui a été appelé pour venir bénévolement assurer la protection du collectif Némésis, des femmes, qui n'ont pas essayé d'interrompre cette conférence de Rima Hassan. Ils sont venus manifester, comme c'est leur droit, à l'extérieur des locaux de Sciences Po à Lyon, pour dire le mal qu'elles pensaient de cette conférence. Évidemment, Rima Hassan dit venu perturber la conférence à laquelle j'étais invité. Elles ont usé de leur droit de manifester. Voilà. Elles ont manifesté. Et donc, elles ont appelé quand même des garçons d'un autre groupe pour venir bénévolement assurer leur protection. Et voilà que les autres l'agressent, le poursuivent. Il y a eu toute une course-poursuite. Je crois qu'ils l'ont rattrapé vers le quai Fulchiron et ils l'ont laissé pour mort. Ils l'ont massacré. Ça, c'est un point de bascule. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la conséquence, je pense, effectivement, des discours qui sont tenus en haut lieu dans les partis politiques et à l'Assemblée nationale. Et je pense aussi que je dirais que c'est la conséquence de la non prise en compte de la gravité de ce qui est en train de se passer par les autorités politiques de notre pays. Vous imaginez l'inverse, si c'était des militants de la droite dure, vous imaginez ? Non, mais on imagine très bien. Mais enfin, écoutez, c'est tout à fait théorisé par les filles. Monsieur Coquerel a fait, il n'y a pas longtemps, d'un prisonnier français récemment libéré, Georges Ibrahim Abdallah. Je ne voulais pas citer son nom, mais vous l'avez cité. Il en a fait son ami. Georges Ibrahim Abdallah, c'est pas de l'action violente. Alors à un autre niveau, on est d'accord. Mais enfin, on était pris à des diplomates américains et israéliens. Voilà. Donc maintenant, on ne discute plus, on frappe et on tue. Alors, si c'est un point de bascule, parce que c'est une première, j'ai peur que, compte tenu du niveau de tension actuel, j'ai peur qu'il y en ait d'autres. Mais bien sûr. Mais quand vous dites, messieurs, je suis d'accord avec vous, point de bascule certes, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont arrêter leurs outrances ? Parce que c'est vrai que on souffle sur les braises. On est en droit d'attendre qu'il y ait
une réaction, mais très forte, du gouvernement, des autorités, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, contre d'abord ces groupuscules, dont un est en train d'être dissous, hein, il ne l'est pas encore tout à fait. Celui qui a été fondé d'ailleurs par la jeune garde, vous dites. Raphaël Arnaud. Hein, Oui. Il reste à savoir si effectivement son collaborateur était dans cette équipe qui a lynché. On ne sait pas encore avec précision. C'est ce qu'affirme en tout cas le média Frontières, qu'un collaborateur de Raphaël Arnaud, le député images, insoumis, on le saura. serait impliqué. Donc on attend une réaction très très forte et une vigilance accrue parce que, comme le dit Vincent Roy, ça peut se reproduire avec un esprit de vengeance. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Vous avez eu la semaine dernière un exemple qui était criant quand même la semaine dernière, où il y a 15 jours, où il y a 3 semaines, donc 15 jours, 3 semaines, oui. Vous avez, je crois, c'est monsieur Léaumont qui est descendu au sein même. Une autre forme de violence. Une forme de menace à l'égard de monsieur Chenu. Vous avez monsieur Delogu qui régulièrement montre les muscles. C'est une méthode politique. Alors, vous avez le poisson pourri par la tête. Hein. Je vous rappelle que Raphaël Arnaud avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour une agression en réunion en 2021. Hein. C'est la raison pour laquelle je vous dis, le terrain était propice. Quand vous avez Sophia Chikirou, candidate à la mairie de Paris, qui appelle à la désobéissance civile, c'est une forme d'appel à l'insurrection, Georges Fenech. Oui, oui, c'est tout à fait inacceptable de la part d'une élue de la République. Quelque part, c'est une façon de s'exonérer des lois qu'ils sont censés voter et appliquer et respecter. Ça n'est pas, malheureusement, toujours le cas. Et je rappelle aussi cette effigie de Jordan Bardella, ce mannequin, vous l'avez vu, incendié au Pays Basque il y a quelques jours, c'était le 7 février. Ce sont des images qui choquent, mais qui n'ont pas l'air d'interpeller... Le pied sur le ballon, absolument. On peut rappeler plein de l'effigie aussi de M. Macron. Vous voyez bien autour de vous que la société devenant de plus en plus violente pour toutes sortes de raisons, vous avez remarqué aussi que la société politique, le combat politique devient de plus en plus violent et de plus en plus tendu. Et j'ajoute, moi en tout cas, j'attends une réaction forte du ministre des Universités. Alors, j'ai peur que vous extirper ce poison. De l'enseignement supérieur qui a réagi, Philippe Baptiste, la folie furieuse qui s'est déchaînée alors que se tenait une conférence de Rima Hassan à l'IEP Lyon. C'est une violence insupportable. Un jeune homme est entre la vie et la mort. C'est terrible. Bon, alors c'est vrai que pour l'instant, l'enquête n'est pas menée. Parce qu'on laisse prospérer l'islamo-gauchisme dans nos universités. Il y avait une inspection qui avait été ordonnée là-dessus qui n'a jamais eu lieu. Hein. Et écoutez d'ailleurs l'ambiance qu'il y avait à Sciences Po. Je suis toujours assez étonnée. Ils l'ont accueilli comme une star. Écoutez, une rockstar, Rima Hassan. Et moi, j'ai un adolescent qui est sur Parcoursup en ce moment. Vous savez, le fameux Parcoursup. Je peux vous dire que je connais peu d'adolescents aujourd'hui qui ont envie d'aller à Sciences Po pour ces raisons-là. Oui. Parce que non, mais il faut dire les choses comme elles sont. J'imagine qu'il n'y a pas que des étudiants radicalisés, d'extrême gauche, etc. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise publicité pour Sciences Po. Jean-Luc Mélenchon a dit il y a peu de temps que Rima Hassan, qu'il a fabriqué d'une certaine manière de toutes pièces, était un modèle pour les jeunes femmes françaises. Bon, il l'a dit, il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, il a tellement... La gloire de la nationalité. Absolument. C'était ça le terme exact. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. Vous avez raison. Il a, il a créé cette ambiance. Alors évidemment, on ne peut pas. Évidemment, il n'est pas question de le rendre responsable de ce drame à Lyon, mais il n'empêche qu'il a créé le terrain propice qui peut amener à ce débordement de violence. Voilà. Messieurs, 20h42 sur Europe 1, je voulais aussi vous faire réagir à cette actualité ce soir importante autour de l'Arc de Triomphe. Un homme armé d'un couteau menaçant un gendarme a été blessé. Un périmètre a été mis en place par les forces de l'ordre. Alors selon les informations d'Europe 1, l'assaillant serait connu des services judiciaires au titre de la radicalisation. D'ailleurs, le parquet antiterroriste a été saisi et Laurent Nunez, tout à l'heure, a réagi.
Dans le cas de la préparation du ravivage de la flamme à Paris, à l'Arc de Triomphe, où un homme, pour une raison qu'on ne connaît pas à ce stade, a tenté d'agresser avec semble-t-il, une arme blanche, enfin c'est plus que semble-t-il, c'était une arme blanche, des militaires de la gendarmerie, et notamment de la musique de la gendarmerie, qui préparaient la cérémonie. Et devant les gestes portés par cet individu qui a manifestement tenté de porter atteinte à leur intégrité physique, un des gendarmes a fait usage de son arme. Voilà, à date, je crois que la personne touchée se trouve dans un état très grave, mais je n'ai pas d'autres informations sur son état de santé. Et j'ai des faits tels qu'ils m'ont été rapportés, et j'ai tout lieu à penser que ces individus ont essayé d'attenter à la vie des gendarmes et que ceux-ci ont riposté dans un cadre qui me semble tout à fait légal et réglementaire. Donc on précise que c'est l'agresseur qui est touché, qui a été touché au torse et à la jambe et qui est dans un état critique. Il serait originaire de Seine-Saint-Denis, suivi des services de renseignement, je le disais, au titre de la radicalisation. Et il avait aussi une fiche MICAS, vous savez, ces fiches administratives, Georges Fenech, pour surveiller les personnes radicalisées. C'est pas uniquement des fiches, c'est des assignations à résidence, etc. Oui, il devait pointer quotidiennement dans un commissariat, mais vous vous rendez compte avec quelle efficacité? Mais il faisait l'objet, effectivement, il était fiché S, il était donc inscrit au FESPRT en réalité, c'est-à-dire les radicalisations. Il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire. Bravo, efficace. Il était connu par le service de police-justice de Belgique. On a vraiment là le profil qu'il ne devrait absolument Molenbeek, pas... précisément. Molenbeek. C'est important de le préciser. En 2012, il a poignardé 2 policiers belges, dont une jeune femme, qui a été grièvement blessée en 2012. Et cet individu se retrouve, devant l'Arc de Triomphe, un soir de février, et au moment où anime la flamme, il reproduit le processus en tentant de poignarder des gendarmes et de s'en prendre aux forces de police. Il est là, tranquillement, dans Paris, tout va bien. Je vous laisserai continuer à réagir dans quelques instants. On marque une pause, on se retrouve avec Maëlle Hassani et le point sur l'actualité. Toujours avec Georges Fenech et Vincent Roy, on commente ce qui s'est passé donc en fin de soirée, en début de soirée, plutôt à l'Arc de Triomphe. Cet individu menaçant avec un couteau qui s'en est pris à un gendarme. Il a été touché, lui en tout cas, l'individu au torse et à la jambe par un militaire qui a ouvert le feu sur lui, fort heureusement, puisque sinon cela aurait pu mal se terminer pour le gendarme qui fut sa cible. Je le rappelle, selon les informations d'Europe 1, le suspect est défavorablement connu des services de police. Vous nous le rappeliez, Georges Fenech, il devait pointer quotidiennement dans un commissariat. Il faisait l'objet d'une fiche administrative pour surveiller les personnes radicalisées, contrôle judiciaire. Ça veut dire que c'est totalement impuissant. Toutes ces mesures ne servent à rien. Ce qui prouve bien que ces individus n'ont rien à faire en liberté. Vous pouvez prendre toutes les mesures de contrôle que vous voulez. Moi, je me souviens, par exemple, celui qui a égorgé le père Hamel, il était sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique quand il est rentré dans l'église. Donc, il y a des individus extrêmement dangereux contre lesquels seule ou une détention ou une rétention, d'ailleurs, il y a un projet de loi, une proposition de loi de Charles Rodwell, soutenu par le gouvernement, qui va arriver en discussion et qui prévoit... Michel Barnier aussi, je crois. Et Michel Barnier, une coproduction, effectivement, qui prévoit une rétention administrative pour ce genre d'individus qui n'existe pas encore aujourd'hui, vous voyez. Donc, alors, est-ce constitutionnel, mon cher Georges Fenech, parce que je l'ai fait voter, à la fin, 2008, ça se termine toujours avec le Conseil constitutionnel. Je l'ai fait voter en 2008, la rétention pour les criminels dangereux, les serial killers, etc. Le Conseil constitutionnel avait été saisi, effectivement, puisqu'il y avait le lever de bouclier de la gauche, à l'époque, avec Mme Guigou en tête, et le Conseil constitutionnel a validé la rétention de sûreté. Mais elle n'était pas prévue pour les terroristes. On est en 2008, il n'y a pas encore cette vague de terrorisme. Donc là, ça va aussi s'appliquer maintenant aux terroristes. Ça n'est vraiment qu'une mesure intelligente et de bon sens, quoi. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, terrorisme ou pas terrorisme, il ne se passe pas une journée où ne tombe pas sur votre téléphone agression au couteau, ici ou là. C'était dans la semaine un chauffeur de bus. Oui, bien sûr. Qui a été agressé, des passagers, et le chauffeur de bus qui a été agressé au couteau. Donc maintenant, c'est devenu... Moi, je vous dis que ce qui est très grave... Là, le parquet antiterroriste a été saisi. Non, mais là, bien entendu, parce que là, évidemment, le pédigré n'est pas le même. Mais moi, je vous dis que dans l'état actuel des choses,
l'État français n'est plus capable de me protéger lorsque je marche dans la rue. Ça veut dire que l'État français ne remplit pas sa mission. Et puis rappeler peut-être au passage que cette police soi-disant qui tue, hein, a payé et continue à payer un lourd tribut au terrorisme. Hein. Il faut remonter à 2012 avec Mohamed Merah, les militaires qui avaient été tués. Ensuite, il y a eu tout ce que l'on sait, Magnanville, le commissaire avec sa femme, égorgés sous les yeux de leur fils, enfant à l'époque. Xavier Jugelé-Sabdou, aux Champs-Élysées également, tué à coups de Kalachnikov. Mérabet devant Charlie Hebdo, la policière de Montrouge, on pourrait allonger la liste. Donc ces hommes, ces forces de l'ordre, qu'ils soient police, gendarmes, militaires, ils payent de leur vie notre sécurité. Voyez-vous, c'est pour ça que quand j'entends ces slogans « la police qui tue », je ne les supporte pas. C'est inadmissible. Messieurs, je voulais aussi vous faire réagir à cet hommage à Ilan Halimi. C'était il y a 20 ans, cette effroyable séquestration. Ilan Halimi, de confession juive, qui a été torturé, tué, laissé pour mort donc, par le gang des barbares. Il y a eu un hommage ce matin dans la cour de l'Élysée. Emmanuel Macron a planté un chêne. Alors on a envie de dire, écoutez, au moins c'est le seul endroit où l'arbre ne va pas être vandalisé, puisque ça a été le cas auparavant. Le chef de l'État qui a dénoncé de nouvelles forme d'antisémitisme. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien voir ces paroles se transformer en actes cette fois-ci. C'est trop tard. Oui. Il n'y a plus le temps. Alors, il y a eu en tout cas un discours qui était bien. Est quand même bienvenu. Enfin. Bon. Oui, enfin. Il y a eu un arbre planté dans l'Élysée, un chêne. C'est un acte symbolique important, je pense, pour la communauté juive et toute la communauté nationale. D'accord. Mais on attend d'autres actes maintenant, pas uniquement des actes symboliques. C'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, je pense qu'on serait en droit quand même d'imaginer que le président de la République, le Premier ministre, le garde des Sceaux demandent à tous les procureurs généraux de France, compte tenu de la situation et de l'explosion d'antisémitisme, de faire remonter toutes les procédures. C'est un droit qu'a le garde des Sceaux d'avoir des informations, non pas des pièces, mais l'état de ces procédures, et leur demander pourquoi ces procédures mettent autant de temps. Elles arrivent qu'au compte-gouttes devant la justice. On attend toujours, on parlait de Rima Hassan, on attend toujours les plaintes dont elle fait l'objet. Donc je crois que ça... elle n'est jamais condamnée, Rima Hassan, c'est de la incroyable. Responsabilité politique de faire en sorte que la justice fonctionne. Et on a l'impression qu'elle prend son temps. Pourquoi ? Écoutez, Emmanuel Macron qui souhaite rendre inéligibles les élus. Mais alors, ce qui est cocasse, c'est ce que je pensais. En effet, ils ne sont jamais condamnés pour antisémitisme. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais il a envie de les rendre inéligibles quand même. Écoutez. L'antisémitisme d'extrême gauche, qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races, dans de glaçants amalgames, et qui le dispute à celui de l'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse. L'antisémitisme, qui utilise le masque de l'antisionisme pour progresser à bas bruit. Celui qui s'appuie sur la critique de la politique menée par Israël pour décrédibiliser, assigner, nier le droit à l'existence de l'État hébreu, et finit par nier le droit des Juifs eux-mêmes à vivre. Voilà, en l'occurrence, il nous parlait des nouvelles formes d'antisémitisme, Vincent Roy. J'écoute Emmanuel Macron et je suis assez atterré puisque on a dit que, il s'est présenté lui-même comme le maître des horloges. Mais qu'est-ce qu'il a comme retard ? Alors vous me direz, mieux vaut tard que jamais. Et son discours, en tout point, on peut le signer des quatre mains. Mais enfin... il a un problème avec le timing. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est attendu depuis des mois. Alors, il y a une proposition de loi, justement, de Mme Yadan, vous savez. De Mme Yadan, reprise par Aurore Berger. Aurore Berger qui a repris la loi de Caroline Yadan. Yadan, c'est ça, qui assimile donc le sionisme, l'antisionisme à de l'antisémitisme. Oui. Il faut bien rédiger, parce qu'on a le droit aussi de critiquer la politique de M. Netanyahou, bien sûr. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on attend pour fixer une date dans l'hémicycle, puisque ça a été voté à la commission des lois ? Vous voyez, c'est ça les actes que j'attends. Ils sont davantage occupés par la fin de vie. Une procédure accélérée pour faire adopter ce texte. Non, mais ce qui est terrible, je l'entendais ce matin, Alexandre Arcadi, vous savez, le réalisateur de La Vérité sur... J'étais là, oui, Pascal Praud, exactement, La Vérité sur l'affaire Ilan Halimi en 2014. Il a essayé de faire diffuser son film par le service public, notamment ce soir.
Eh bien non. Il en faisait droit. Mais alors, non, mais alors c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Quand on voit cette épouvantable histoire à Limy, je ne comprends pas comment le service public refuse de diffuser. Le devoir. Eh oui, le devoir. Pas simplement l'honneur, le devoir. Oui. Le devoir. En plus, il faisait don de ce film, c'est-à-dire qu'il ne demandait aucun droit. Il en est le producteur, hein. Il nous l'a dit. Et le service public n'a pas répondu. Pourquoi? Voyez-vous. Donc les paroles. Pour moi, c'est une faute. Oui. Sérieusement. Oui. Hein. C'est une faute, mais enfin, il n'empêche que dans la situation telle que nous la connaissons, hélas, les discours ne suffisent plus. Il faut des actes. Quand on entend d'ailleurs Jean-Paul Rouve, on est retombé sur les réseaux sociaux sur cette séquence de l'acteur Jean-Paul Rouve qui explique que c'était il y a 20 ans, après cette épouvantable affaire, qu'il s'agissait d'un fou et qu'il n'y avait pas, il n'était pas question de parler d'antisémitisme. Vous comprenez beaucoup de choses. Hein. Bah oui. Mais sans appel comme commentaire. Il y a aussi, encore une fois, moi ce que je regrette, c'est l'ancien magistrat qui vous parle, c'est la lenteur de la justice. Et puis des décisions qui m'ont toujours surpris. L'affaire Halimi, par exemple, Sarah Halimi, qui n'a jamais été jugée, ou l'affaire de Madame Knoll, où on n'a pas retenu le caractère antisémite, parce que soi-disant il avait pris du hashish. Il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles on ne retient pas le caractère antisémite. Voilà. Messieurs, il reste... Oula, ça file avec vous. Il reste quelques petites minutes, même pas. Je voulais quand même vous faire réagir, mon cher Vincent Roy. J'ai pensé à vous quand j'ai vu ça. Les incidents qui se poursuivent au Louvre. Mardi, c'était un réseau de fraude impliquant 2 agents du Louvre qui a été démantelé par les forces de l'ordre. Et puis, tenez-vous bien, la nuit dernière, une fuite d'eau qui a été constatée et signalée. Alors, il y a quand même des œuvres du 15e et du 16e qui seraient potentiellement touchées. La fuite viendrait de l'étage supérieur. Non, mais ça part complètement Alors, le Louvre, en lambeaux. Le Louvre, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais est symbolique de l'état de la France. Oui. Si vous voulez, ça prend le Titanic. C'est triste, ça prend l'eau de partout, c'est volé. Vous avez vu qu'il y a une fraude de plus de 10 millions d'euros à la billetterie. Oui. Mais c'est mardi, ça. Donc ça prend l'eau de toutes parts. Nous avons un musée absolument exceptionnel. Le plus grand musée du monde. Eh bien, même ça ne fonctionne plus. Non mais, je vous assure. Alors, rions parce que il faut essayer d'avoir le désespoir joyeux. Mais enfin, tout de même, c'est quand même une catastrophe. Du désespoir. Oui, la politesse du désespoir. Merci messieurs, merci Vincent Roy, merci à vous Georges Fenech.